suite, pour ne pas rajouter du retard au retard, avec l'exposé de Mathilde Mougin, qui a soutenu une thèse en décembre dernier sous la direction de Sépirette Mora et Anne Carole à Aix-Marseille, qui portait sur la question du corps, de la naissance de l'anthropologie et de la race dans un ensemble de récits de voyage, donc sur la même période, fin 16e, 17e siècle, qui concernait l'Amérique, les Antilles et l'Afrique aussi, et l'Orient. Voilà, donc ça a l'air absolument passionnant. Je vais méditer dessus dès qu'elle sera parue. Donc, Mathilde Mougin est postdoctorante au sein du LabEx Commode et du laboratoire ESIM à l'Université de Lyon. Et donc, ses intérêts actuels portent sur la question de l'identité des voyageurs. Voilà, donc c'est dans cette perspective, semble-t-il, que s'inscrit cette communication qui va porter sur la question de la blanchité dans les récits de voyage. Merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup aux organisateurs, Sylvie Reguemora et Sarah Nisser, de m'avoir intégré au programme de ce colloque passionnant. Alors, je commencerai par une réminiscence, celle de la déclaration bien connue du discours de la méthode, où Descartes dit qu'il est bon de savoir quelque chose des mœurs de divers peuples afin de juger des nôtres plus sainement. Et un siècle plus tard, Ricard déclare à son compagnon: il me semble, Usbek, que nous ne jugeons jamais des choses que par un retour secret que nous faisons sur nous-mêmes. Ces déclarations, qui reconnaissent une vertu heuristique au voyage, formulent sa puissance épistémologique de décentrement. Le voyage et la rencontre d'autres cultures favoriseraient un processus de décentrement par lequel le voyageur, revenu chez lui, réformerait le regard qu'il porte sur sa propre société, dans un retour sur soi qui se joue souvent dans l'espace même du texte. Or, ce n'est pas ce retour secret que les voyageurs font sur eux-mêmes à leur table d'écriture dont il va être question ici, mais plutôt de l'expérience de décentrement que font les voyageurs dans les ailleurs. Il sera question du décentrement en action, en acte, pour reprendre le terme de la peine, et plus spécifiquement, il sera question des conséquences épistémologiques de ce décentrement sur le regard porté par les voyageurs sur le reste. Nous nous intéresserons notamment au rôle du regard étranger dans la perception que les voyageurs font d'eux-mêmes, et en particulier à la place de la blancheur de peau dans cette perception. Pour le dire autrement, ce sont donc les enjeux identitaires de ce décentrement géographique qui vont nous intéresser ici. Si la couleur de peau est l'un des premiers critères que remarquent les voyageurs, la peau olivâtre des Amérindiens, celle noire des Cafres, il arrive que les étrangers notent la clarté de teint des voyageurs. Mais est-ce parce que les étrangers remarquent la blancheur des Européens que ceux-ci en sont venus à se définir eux-mêmes comme blancs, dans un processus analogue à celui que Nancy Schumacher décrit pour les Indiens, pour les Amérindiens, qui se définiraient comme rouges dans leur confrontation aux Européens? Comment les Européens en sont-ils venus à se caractériser comme blancs? Est-ce par ce détour du regard étranger? Est-ce dans ce décentrement vers les ailleurs et dans la rencontre d'altérités colorées que les voyageurs découvrent leur blancheur et leur blanchité? La blanchité étant la blancheur en tant qu'elle est ethnicisée, constituée en catégories raciales, telle que l'a notamment analysé Richard Dyer dans un ouvrage de référence sur la question. Et cette blanchité, cette blancheur ethnicisée est distincte de la blancheur telle qu'elle est exprimée notamment dans les discours nobiliaires qui se multiplient à partir du XVIe siècle dans les traités de noblesse. Nous nous appuierons pour cette étude sur un corpus de récits majoritairement français, issus de voyages principalement effectués en Amérique et en Afrique. Il s'agira donc d'examiner le rôle de l'autre et de l'ailleurs dans la constitution de cet imaginaire de la blanchité. Et si le point de vue émique des étrangers sera étudié, d'autres modalités de ce détour vers l'ailleurs seront prises en compte. Alors tout d'abord, il convient de remarquer que les occurrences du point de vue émique, du point de vue des étrangers portés sur les voyageurs, sont rares dans les récits de voyage, du moins les sources directes, comme le disait Marie-Christine Pierret, sont inexistantes, et les occurrences que nous avons sont médiatisées par la plume des voyageurs eux-mêmes, suspectés d'être déformés. Il est tout de même, donc il y a dans les récits certaines situations qui sont propices à l'expression du regard étranger,
comme les rencontres. Les scènes de rencontres où les voyageurs sont identifiés à un groupe par les étrangers et assignés à une appartenance nationale ou géographique. Cette assignation se fait sur la base de plusieurs critères qui ne sont pas toujours la couleur de peau. Les Amérindiens sont par exemple étonnés de la barbe des Français, explique Lafitau dans son récit. Je cite, « La première fois qu'ils virent les Européens, leur étonnement fut incroyable, et la longue barbe que ceux-ci nourrissaient en ces temps-là les leur fit paraître étrangement laid. » François-Xavier Fauvel, dans un article sur l'image du blanc en Afrique australe, à partir de récits notamment du XVIIe siècle, remarque d'ailleurs que la barbe et les cheveux étaient sans doute davantage remarqués que la couleur de peau par les étrangers, ainsi que les chapeaux et aussi les armes à feu. Donc les attributs des Européens sont multiples. En revanche, c'est bien la blancheur de peau qui étonne les autochtones dans un extrait rapporté par l'Escarbot, qui raconte une anecdote du voyage de Verrazano, qui était un Italien au service de la couronne française à l'époque de François Ier. Aux abords des côtes de la Nouvelle-France, les membres de l'équipage, je vous lis la citation, voulant savoir quelle était la jambe qui habitait le long de cette côte, envoyèrent un jeune marinier, lequel, sautant en l'eau et pour ce qu'il ne pouvait prendre terre à cause des flots et courants, afin de donner quelques petites denrées à ce peuple et l'ayant jeté de loin, il fut poussé violemment par les vagues sur la rive. Les Indiens, le voyant en cet état, le prennent et le portent bien loin de la marine, au grand étonnement de pauvre matelot, lequel s'attendait qu'on allait sacrifier, pour ce qu'il criait à l'aide et au secours, comme aussi les barbares qui, de leur part, pensant l'assurer. L'ayant mis au pied d'un coteau à l'objet du soleil, ils le dépouillèrent, tout nu, s'ébahissant de la blancheur de la chair, et allumant un grand feu, le firent revenir et reprendre sa force. Donc ce marinier, ce pauvre marinier, mouillé, est ici dépouillé de ses vêtements, ce qui permet aux Amérindiens de contempler sa peau, dont la clarté est redoublée par la clarté du soleil qui l'éclaire. Et les autochtones sont ici étonnés de cette blancheur. Cette blancheur qui ne leur est pas familière et qui tend ici à être considérée comme un trait distinctif de l'altérité dans le regard autochtone. D'une certaine manière, alors je vais vous lire maintenant un autre extrait tiré du récit de Chenu de Jardière. Cet extrait témoigne également de la constitution de la clarté de peau comme un trait distinctif des Européens. Alors, séjournant dans le sud de l'Afrique après avoir fui la France pour cause de persécutions religieuses, puisque Chenu de Jardière est protestant, il raconte dans cette scène qu'a notamment commenté Sylvie Riquet-Mora, la manière dont les femmes cafres jettent leur dévolu sur nous. Visitant des Hollandais qui logent chez le roi du peuple dans lequel ils séjournent, il rencontre alors 5 femmes qui d'ordinaire, explique-t-il, se couvrent en présence d'étrangers. Alors je prends au milieu de la citation. Mais alors qu'elles me reconnurent et qu'elles me virent seule, elles les laissèrent, donc leur peau, c'est-à-dire qu'elles ne couvrent pas leur nudité, et se jetèrent sur moi. Elles m'eurent bientôt dessaisie de la mienne, ma ceinture fut mise en pièces, enfin elles me mirent aussi bien qu'elles, dans le même état que nos premiers parents. Je fais une phrase pour désigner la nudité. Après cela, elles me firent 1000 caresses, me reprochèrent d'avoir abandonné leur habitation, me louèrent sur la beauté, vantèrent mon teint qui approchait très fort du leur, mes yeux si joliment enfoncés dans la tête, mon petit nez retroussé, ma bouche si bien fendue et mes lèvres si relevées qui sympathisaient tant avec les leurs. On a presque un blason ici. Elles ajoutèrent que pour peu que mes cheveux fussent un peu plus crépés, il n'y aurait pas un Makos aussi joli que moi, que j'étais bien plus beau que ces autres blancs avec leur couleur jaune et leurs cheveux blonds. En un mot, je me fis bientôt travestie en nouvelle Adonis par ces dames cafres, mais elles n'étaient pas des Vénus pour moi. Donc, les femmes africaines ici, on quote les vêtements de l'auteur, désirant observer sa peau, et si elle le trouve beau, c'est parce que son teint s'approche fort du leur, explique-t-il. Donc, le voyageur ici est donc est européen, mais a une peau plus foncée que d'autres Européens, notamment les Hollandais, puisqu'il est vraisemblablement plus bronzé. Donc l'auteur est bien plus beau que ces autres blancs avec leur couleur jaune, dit-il dans cet extrait qui restitue par le discours indirect libre le point de vue de ces femmes pour qui les étrangers intègrent la catégorie des blancs,
qui ici est un adjectif employé de manière substantivale, ce qui est à cette époque encore assez rare, notamment dans les récits de voyage. Et donc cette catégorie de blanc recouvre ici des nuances qui peuvent aller du jaune au brun. Donc ces quelques exemples illustrent l'importance du regard de l'autre, tout recréé qu'il est, dans l'association des voyageurs à la blancheur de la peau, considérée comme un trait distinctif de leur identité. Si le regard de l'autre apparaît comme un agent de décentrement à l'origine de la constitution de la blanchité, le regard que les voyageurs eux-mêmes jettent sur ces altérités colorées est également une des voies de constitution de cette blanchité. C'est le contraste émergent de la confrontation à d'autres couleurs qui révèle le blanc. Ce phénomène est particulièrement éclatant dans l'iconographie accompagnant les récits de voyage. Mais je voudrais avant me référer aux travaux d'Anne Lafont, historienne de l'art, qui s'est intéressée au rôle des arts visuels dans le développement d'un imaginaire racisant, et elle observe notamment une ethnicisation des groupes humains par la représentation visuelle de la couleur. Prenant pour exemple notamment ce tableau de Mignard qui représente la maîtresse française du roi d'Angleterre et qui constitue, explique-t-elle, une actualisation atlantique et esclavagiste du motif orientaliste vénitien de la jeune servante noire accompagnée d'une maîtresse blanche. Ce type de tableau, explique-t-elle, produit un plaisir esthétique découlant du contraste entre le noir et le blanc. Et la blancheur de cette femme ici paraît d'autant plus blanche qu'elle contraste avec le personnage à la peau sombre. Ce phénomène est très présent dans l'iconographie viatique, comme nous pouvons le voir sur ces deux gravures tirées du récit de Froger, qui est un ingénieur français qui a participé à la traite esclavagiste et qui a notamment voyagé sur les côtes africaines et brésiliennes. Alors, dans ces deux gravures, nous pouvons observer donc la clarté de l'Européen qui se distingue des corps sombres des Africains de Sénégambie. Et on observe aussi que le vêtement de l'Européen est clair, redoublant sa clarté de peau, et donc augmentant l'effet de contraste avec les Africains. Il en est de même de ce frontispice tiré d'une édition allemande du récit de Jean-Baptiste Tavernier, qui est un marchand qui a sillonné la Perse et l'Inde tout au long de sa vie. Et l'auteur est ici représenté face à deux Africains, probablement les Cafres qu'il décrit lors de son passage au sud de l'Afrique. Et ici, le vêtement de Tavernier est également très clair, donc ce qui produit bien un effet de contraste. Cet effet de contraste est également à l'œuvre dans les textes, et le récit de Robert Schall témoigne particulièrement de cette position binaire entre le noir et le blanc. Si l'on s'arrête par exemple sur son épisode à Saint-Yago, qui est une île au niveau du Cap Vert, au large des côtes africaines, l'auteur remarque que tous les prêtres sont noirs, à l'exception de l'évêque et du curé de la ville, qui sont les seuls ecclésiastiques blancs qui vivent. Concernant la population, pour les femmes blanches, dit-il, on ne les voit point, mais il dit avoir vu des femmes noires ou mulâtres, parfaitement bien faites. Dans cette île portugaise fort tôt de métissage, la blancheur, qui devient un principe de description et de découpage de la société. Et au cours de la narration de son séjour à Pondichéry, l'adjectif blanc est également employé très fréquemment et est même employé de manière substantivale, ce qui, comme je l'expliquais, est encore rare à l'époque. Les femmes esclaves, dit-il, s'abandonnent volontiers aux blancs ou aux européens, blanc étant ici mis en équivalence avec les européens. Toujours à Pondichéry, il y a plusieurs Français mariés à des filles portugaises qui ne sont pas noires, mais métisses ou mulâtres, dont les enfants sont blonds et d'une peau aussi blanche que les Européens les plus délicates. Donc, il apparaît que ces sociétés polychromes, où noirs, blancs, métis et mulâtres se côtoient, sont propices à la constitution de la blanchité, à la blancheur comme catégorie ethnique et qui désigne d'une manière générale les Européens. Les sociétés coloniales, caractérisées par leur polychromie, sont en effet propices à ce développement de la blanchité, et c'est notamment dans celle-ci que se développe la catégorie juridique du blanc, explique Frédéric Réjean dans un article
qui retrace la genèse du blanc comme catégorie juridique. Donc Frédéric Réjean explique notamment en citant cet article du dictionnaire de l'Académie française de la fin du XVIIe siècle qu'il faut attendre cette période, comme je disais, pour que le blanc soit employé de manière substantivale. Néanmoins, la littérature de voyage, l'examen de la littérature de voyage est décisif pour étudier cette formation d'un imaginaire de la blanchité. Et les exemples tirés du récit de Chasles étaient déjà éloquents, mais je voudrais observer avec vous un autre exemple contemporain du récit de Chasles, tiré du récit de Frézier. Amédée François Frézier est un Français, ingénieur ordinaire du roi, qui voyage dans les mers du Sud, et plus exactement au Chili, au Pérou et au Brésil. Dans son récit, il utilise très fréquemment la catégorie de blanc, de manière équivalente à celle des Européens. Et un extrait est particulièrement intéressant qui témoigne d'une conceptualisation de la blancheur relativement aux populations d'autres couleurs de peau. Dans un extrait qui s'apparente à un véritable tableau de caste textuel. Alors je vais vous lire l'extrait. Il est question ici des Indiens du Chili. Leur couleur naturelle est basanée, tirant à celle du cuivre rouge. Donc, à cette période, les Indiens sont plus souvent décrits comme rouges, alors qu'au début du XVIIe, ils sont décrits comme olivâtres. Donc, tirant à celle du cuivre rouge, en cela différente de celle des mulâtres, qui provient du mélange d'un blanc et d'une négresse. Cette couleur est générale dans tout le continent de l'Amérique, tant méridionale que septentrionale, sur quoi il faut remarquer que ce n'est point un effet de la qualité de l'air qu'on y respire, ou des aliments dont les habitants se nourrissent, mais une affection particulière du sang, car les descendants des Espagnols qui s'y sont établis et mariés avec des Européennes, et conservés sans mélange avec les Chiliennes, sont d'un blanc et d'un sang encore plus beau et plus frais que ceux d'Europe. Il n'en est pas de même de l'air du Brésil et de nos îles. Les créoles, quoique nés d'un sang pur, ils perdent cette blancheur vermeille des Européens et prennent une couleur plombée. Dans cet extrait, la blancheur est constituée véritablement dans sa confrontation aux autres couleurs, celle basanée au cuivre rouge des Amérindiens et celle noire des nègres. Donc la blancheur est bien identifiée à la couleur des Européens, comme le montre notamment la comparaison avec les descendants des Espagnols qui sont d'un blanc et d'un sang encore plus beau et plus frais que ceux d'Europe. L'auteur propose un partage des différentes espèces humaines sur la base de la couleur de peau, comme Linné et Buffon le feront quelques années plus tard. Donc c'est la dernière citation de ce que je viens de dire. Il semble qu'il est permis de penser que Dieu a formé parmi les enfants de notre Père commun de 3 sortes de carnations d'hommes, une blanche, une noire et une couleur rougeâtre qui tient du mélange de l'une et de l'autre. Ce qui est intéressant dans cet extrait, notamment, c'est cette conceptualisation de la blancheur, qui est considérée comme essentielle et non pas l'objet, et non pas le produit d'une détermination mésologique, c'est-à-dire le fruit de l'action du climat ou de la nourriture. Il dit ce n'est point un effet de la qualité de l'air qu'on y respire ou des aliments dont les habitants se nourrissent, mais une affection particulière du sang. Donc, de la même façon que la couleur des Amérindiens est due à une affection particulière du sang, celle des Espagnols, les descendants d'Espagnols blancs sont d'un sang beau et frais. Donc nous avons véritablement un discours ici racialisant la blancheur, conçu comme héréditaire et transmise par le sang. Ce discours de l'hérédité est articulé à une angoisse de contamination, de dégénérescence, au cœur de l'idée de race, comme l'a montré Claude-Olivier Doron dans ses travaux. La description de la couleur des créoles, plombée, est conçue comme une dégradation de la blancheur vermeille des Européens, ce qui témoigne bien de cette angoisse de dégénérescence. Alors, il apparaît que les colonies constituent en quelque sorte un laboratoire de la blanchité, exportée ensuite dans le vieux continent. Et je lirai cette citation ici tirée du récit du baron de La Hontan,
qui décrit ici la société de Lisbonne, une société qui est très métissée du fait de l'histoire coloniale du Portugal. Donc on voit ici des gens de toutes sortes de couleurs, des noirs, des mulâtres, des basanés, des olivâtres, mais la plupart sont trinquenos, c'est-à-dire de la couleur de blé. Ce mélange de teintes différents fait voir que le sang est si mêlé dans ce royaume que les véritables blancs, ils sont en très petits nombres. Donc, le voyage vers les ailleurs, la rencontre et le partage d'un quotidien avec des altérités colorées constituent indéniablement une voie d'ethnicisation de la blancheur. Les blancs, dans ces exemples, apparaissent comme une catégorie amalgamant différentes nations, donc les Portugais, les Espagnols, d'une manière générale des Européens, à l'instar de la catégorie des nègres ou des noirs, qui confond, elle aussi, des populations originaires de différentes régions d'Afrique. Mais quelles sont les valeurs associées à cette blanchité, et c'est la question que je poserai dans les dernières minutes qui me restent. De la même manière que les discours racialisant les Africains, par exemple, associent la couleur de peau à une série de valeurs négatives, la noirceur est en effet considérée par les voyageurs comme la marque d'une infériorité intellectuelle ou d'une déréliction religieuse, à quoi la blancheur est-elle associée? Alors, la blancheur est esthétiquement valorisée, conformément à une tradition là qui est ancienne. Par exemple, Chasles explique que les femmes noires de Saint-Yago sont des remèdes d'amour, mais il qualifie de belles et bien faites 8 filles fort blanches qui lui sont présentées lors d'un dîner. Chasles valorise également la blancheur d'un point de vue moral, puisque le seul hidalgo blanc de l'île de Saint-Yago est vu par l'auteur comme le plus honnête homme de l'île. Mais la blancheur peut aussi être associée à des valeurs nationales, comme le montre un exemple du récit de Louis Carbo un siècle plus tôt. Dans le chapitre dans lequel il s'interroge sur l'origine du terme de gaulois, il évoque la possibilité d'associer la blancheur à une valeur nationale, en avançant une théorie étymologique qui l'écarte. Donc, je lis le passage. D'autres ont pensé qu'ils avaient été ainsi appelés du mot grec gala, qui signifie lait, pour ce que le peuple gaulois est blanc et de couleur de lait. Or, ces dérivations sont absurdes, car pour ce qui est de la couleur blanche, ensuite il rejette cette hypothèse. Toutefois, cette réflexion montre la potentielle valeur nationale attachée à la couleur de peau. Et cet investissement axiologique de la blancheur apparaît également à travers un réseau beaucoup plus ténu, apparemment déconnecté de la question de la blanchité. Et ce sera le dernier point de mon intervention. Je suis allée voir le récit de Lévy. Je vais retourner aux sources et une simple recherche du terme blanc montre que la blancheur est associée symboliquement à des valeurs européennes. Par exemple, le syntagme pain blanc tout chaud revient à 2 reprises. Et le pain blanc étant bien au centre de l'alimentation occidentale chrétienne. C'est aussi le linge et les chemises qui est caractérisé comme blanc. Ces chemises que les Européens s'emploient à blanchir et qu'ils donnent aux autochtones pour couvrir leur nudité. Et il y a d'ailleurs un passage assez amusant dans lequel l'auteur raconte qu'un membre de la compagnie voulut un jour blanchir une chemise, mais il mit cette chemise dans les cendres du bois de Brésil, et donc cette chemise est ressortie rouge. Donc ici, la frontière entre le par-deçà et le par-delà, entre le blanc et l'altérité colorée, est dissoute. Et nous pouvons aller plus loin encore. Fraisier, que j'évoquais tout à l'heure, décrit les ressources minières d'Amérique du Sud. Il explique que le vif argent est blanc et qu'il y a au contraire un métal qui est noir où l'argent ne paraît moins, qui s'appelle négrio, ici une désignation qui évoque aussi les populations. Et un autre métal est mêlé de taches rousses. Donc nous retrouvons ici cette triade, noir, blanc, rouge, comme si finalement les ressources minières reflétaient le partage de la population. Et
Danny Ezor a d'ailleurs étudié l'association de la blanchité aux objets en argent, notamment les objets de toilette au XVIIIe siècle. J'ai le temps de conclure. Donc nous avons pu observer à quel point le décentrement impliqué par le voyage et la rencontre d'autres populations joue un rôle crucial dans la constitution de la blanchité, de la blancheur comme catégorie raciale. Et si l'idée téléologique selon laquelle la blanchité ne se déploierait vraiment qu'au moment où le blanc devient une catégorie juridique, elle est démentie par les textes. Nous l'avons vu, cet imaginaire de la blanchité apparaît dès le XVIe siècle. Et pour le confirmer, je voudrais terminer par cette citation qui n'est pas tirée d'un récit de voyage, mais qui est tirée d'une pièce directement inspirée de la matière viatique, Les Portugais infortunés de Nicolas Chrétien Descroix, qui rapporte le naufrage que les Portugais ont fait au sud de l'Afrique. Et ici, il s'agit d'une réplique d'un des Africains qui s'adresse aux Portugais. « Vos habits, votre voix et votre poil aussi sont assurés témoins que vous n'êtes d'ici. Outre cette blancheur, scène née d'artifice, de vos pays lointains est un certain indice. Approchez-vous un peu que je vois si l'eau la pourrait effacer de dessus votre peau. Elle ne s'en va point, je crois que la nature vous apporte naissance cette blanche teinture. » La blancheur ici est vraiment considérée comme une couleur indélébile, de la même manière, en miroir par rapport à la noirceur qui est aussi est considérée comme telle. Cette pièce fait état, dès le début du XVIIe siècle, d'un imaginaire de la blanchité parfaitement constitué. Et c'est notamment dans le regard que les Africains jettent sur les Portugais que ceux-ci découvrent leur blanchité. Alors, dans les récits de voyage que nous avons observés, il n'est toutefois pas évident de déterminer la part que les représentations hémiques occupent dans cette constitution de la blanchité. Toutefois, c'est bien en côtoyant les altérités colorées que les voyageurs découvrent leur blanchité. Les autres populations constituent en quelque sorte des miroirs de la blanchité pour les Européens. Je vous remercie.